Tome 2, La vérité de Manjaku. Tome 2, chapitre 1. Le silence s'est installé entre nous depuis plus d'un quart d'heure déjà. Cela fait partie du contrat, une sorte de convention tacite qui s'est naturellement imposée au fil de nos multiples rencontres. Après de fructueux échanges, parfois animés et souvent pleins de gravité, Manjaku s'étire sur le dossier de son étroite et longue assise monoxyle, étend ses jambes d'une étonnante maigreur. Les talons de ses pieds, chaussés d'une antique paire de tongs, effleurent à peine le sol en soulevant un petit nuage de poussière rouge qui les habille jusqu'à la cheville. C'est le signal. Le temps pour les mots de commencer leur voyage. Le feuillage du manguier qui nous protège de son ombre précieuse et rare s'empare de nos phrases, semble y goûter et s'en délecter un instant. Puis, dans un frissonnement approbateur, à peine perceptible, il s'ébroue pour les semer, et profitant du souffle passager d'un vent égaré, les offrir aux oreilles attentives des dieux interrogateurs. J'observe Manjaku. Son visage d'ébène mêle les scarifications rituelles, aux sillons profonds que les détours cruels de la vie et le temps, son complice intransigeant, ont gravés avec obstination. Ses yeux, ravagés par l'onchocercose, l'abandonnent petit à petit. Il les tient fermés, souvent même en parlant, pour en préserver les dernières forces, et parcourir encore un poème, une page ouverte au hasard d'un livre extrait de son incroyable bibliothèque. Hier, pour la seconde fois, il m'a demandé de lui lire quelques lignes de l'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. C'était comme un aveu de faiblesse, un premier renoncement. Il a senti mon trouble et m'a simplement dit « Lis, je suis trop fatigué ce soir. Je profite un peu de toi. Quand tu seras parti, plus personne ne pourra lire pour moi, alors j'économise mes yeux pour plus tard. » Et il a souri. Voilà quelques années maintenant qu'un inimaginable concours de circonstances m'a permis de faire connaissance avec cet homme hors du commun, humble parmi les humbles. Simple citoyen d'un petit bourg africain égaré sur une piste ignorée des agences de tourisme. Sage, respecté et aimé de tous, sur un territoire de 2 km², Manjaku était un amoureux fou de la poésie. Je ne reviendrai pas sur les événements à l'origine de cette rencontre, abondamment évoqués précédemment. Manjaku Traoré n'est plus là. Il a voyagé, comme on dit chez lui. Parti sans une plainte, sans un bruit. Son silence est celui qui emporte les derniers mots d'un antique poème récité. Un silence qui interroge, un silence qui magnifie. Quand on l'a retrouvé allongé sur le sol au pied de son manguier, le visage paisible, il tenait entre ses mains Poésie ininterrompue de Paul Éluard, dont il m'avait si souvent prié de lui lire quelques pages. Ses yeux l'avaient définitivement abandonné depuis des semaines pourtant. J'appris plus tard qu'en début d'après-midi, se sentant fatigué, il s'était réfugié sous son arbre, en demandant à son épouse d'aller lui quérir ce livre, puis de le laisser seul. Manjaku savait. Nul besoin des yeux pour voir s'approcher le vieux silure blanc tirant sa barque sur le grand lac sacré de la vérité. Il avait tenu à emporter comme offrande aux ancêtres un témoin de ce qui lui était le plus cher, de ce qui fut la sève de sa vie, la poésie. Il a fallu du temps pour nous apprivoiser. J'étais venu à sa rencontre pour l'interroger sur la personnalité de Marabouté, ce jeune homme à la destinée étonnante, enfant poète sur lequel j'enquêtais, et dont Manjaku avait été à la fois le guide, l'instituteur et le confident. Nous parlions des poésies exceptionnelles et déroutantes écrites par Mab. À cette occasion, je faisais par hasard allusion à un texte que j'avais moi-même produit. Je vis une lueur s'allumer au fond de ses yeux. Il fut immédiatement curieux. Il voulut s'intéresser à mes écrits, et j'eus beaucoup de mal à revenir à mes préoccupations du jour, la vie de Mab. Mais un lien qui grandirait au fil des jours et des mois, un lien définitif et indéfectible, venait de se tisser entre nous. Il me fit alors l'honneur de découvrir sa prodigieuse bibliothèque, ce lieu si inattendu et chargé de présence, au souvenir duquel je ne peux m'empêcher de frissonner. Nos conversations prirent un tour plus intime, et bientôt il me livra ses pensées, sans détour, et en toute confiance. Le langage de Manjaku était un subtil mélange d'allégories poétiques, de raisonnements d'une grande logique
émaillé à l'occasion d'affirmations péremptoires. Mais il attendait toujours la contradiction. Il la suscitait même. Ma vérité ne présente d'intérêt que si je la partage et la confronte à une autre vérité, me disait-il. Sinon, à quoi me servirait-elle? Nos vérités sont en perpétuel mouvement. Comme les dunes du désert, en permanence remodelées par le souffle du vent. Elles sont imperceptiblement façonnées par la confrontation avec des idées nouvelles. Et c'est une nécessité. Une vérité arrêtée n'est au plus que la vérité d'un instant. L'environnement dans lequel elle s'affirme change continuellement. Nos expériences, nos rencontres ne cessent de nous influencer. Tout ce qui peut forger une vérité est irrémédiablement en évolution. La vérité du moment n'a pas le même visage le temps d'après. Les vérités qui se veulent uniques, atemporelles, immuables, sont de dangereuses caricatures. Elles refusent l'autre. Elles sont exclusives. Elles tentent de s'imposer par tous les moyens. Elles sont totalitaires. Elles dénient tout individualisme à ceux qui les contestent. Elles sont corrosives, destructives d'humanité. La vérité n'est pas à venir. Elle se construit dans le passé. Elle est faite de l'amalgame de toutes nos vérités, particulières, antérieures, composant ainsi le terreau qui nourrit d'une sève nouvelle et créatrice nos vérités du présent. Elle n'appartient donc à personne. Nul ne peut ni la concevoir, ni la dominer. Trop complexe, sans frontières, nous ne pouvons l'appréhender. Elle est la source de notre humanité. En aucun cas, elle ne peut servir d'arme, d'asservissement. Nous participons à sa construction, nous en sommes les procréateurs. Nous puisons la force et l'intelligence de la création en son sein, nous en sommes les enfants. De cette apparente contradiction naît la puissance de notre spiritualité. À la fois avant et après, ni dominante ni dominée. L'éternel et l'éphémère s'y réconcilient. La vie et la mort y trempent leur calame du sens de la beauté. Mais le ciel que nous regardons est le même pour tous, tantôt habillé de nuages, tantôt revêtu de bleu et des couleurs changeantes du soir. Mais il est là, c'est une vérité universelle, rétorquai-je. Tu confonds vérité et réalité, me répondit-il. La vérité dont je parle est de l'ordre du spirituel. La réalité de celui du matériel. Cependant, nous pourrons discuter de la réalité aussi, si tu le souhaites. Pose-toi simplement la question de la couleur de cette feuille de manguier. Elle est verte, tu me diras-tu. Et cette nuit, tu la verras noire, n'est-ce pas? Alors, est-elle verte ou est-elle noire? Et quand tu ne la regardes pas, a-t-elle une couleur? Cette feuille n'a pas plus de couleur quand on la regarde qu'elle n'en a quand on ne la regarde pas. Le vert ou le noir que tu observes n'est pas un mince film posé sur son limbe, c'est une sensation construite par ton cerveau, rien de plus. Mais n'allons pas trop loin, je ne suis pas philosophe, et je ne peux te livrer que quelques réflexions qui m'ont aidé à vivre, dont celle-ci. Nos vérités se construisent dans la modestie. Reste à ta place, mais prends toute ta place. Et c'est à moi que je parle. Certes, mais encore faut-il la connaître, sa place. Et puis la soif de s'élever et de progresser ne me paraît pas condamnable. La difficulté est bien de comprendre et d'accepter à quelle fin nous sommes là, de forger sa vérité de l'instant en étant libre. L'ambition n'est qu'un outil secondaire parmi bien d'autres pour y parvenir. Le jeune buffle mâle provoquera le vieux mâle dominant pour l'évincer, ou tentera de séduire quelques femelles pour constituer un nouveau groupe, mais il ne sera jamais lion. Je t'accorde que l'espèce humaine peut avoir d'autres ambitions que celles du pouvoir. Mais quels sont ses atouts supplémentaires pour construire sa vérité? Manjaku se tut un long moment. Écoute la terre, et tu sauras, finit-il par conclure de façon énigmatique, avant de s'étirer sur sa chaise. La conversation du jour était close. Quelques jours plus tard, le thermomètre indiquait plus de 40 degrés à l'ombre. Mon enquête sur le map avançait très doucement, trop doucement même. On ne s'épanche pas aisément devant un toubab dont on ne sait d'où il vient et dont on ignore les intentions réelles. Depuis quelque temps pourtant, les langues se déliaient, avec parcimonie d'abord, à coups de suggestions plus ou moins appuyées ensuite, pour finir par des confessions toujours sous le sceau du secret, au cours de rencontres parfois rocambolesques, souvent inattendues. Je ne doutais pas d'être en grande partie redevable de ce début de changement à Manjaku, et à la confiance qui peu à peu s'était établie entre nous. J'avais renoncé ce jour à poursuivre mes investigations, et je m'étais réfugié à l'ombre bienveillante du manguier qui jouxtait la bibliothèque de Manjaku, au fond de sa concession. Il somnolait.
Un livre ouvert reposait sur sa poitrine, retenu par sa main droite. Élégie majeure, recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor. J'en profitai pour relire mes notes. J'éprouvais le besoin d'en prononcer quelques passages à voix haute. Cela m'aidait à remettre de l'ordre parmi ces informations éparses, à n'en conserver que l'essentiel. Il n'a pas eu le temps de connaître le bonheur, ce gamin, soupirai-je. Qu'en sais-tu? Me répondit une voix à peine perceptible. Je regardai Mandjakou. Les yeux toujours fermés, il avait légèrement tourné son visage dans ma direction. Je le soupçonnais alors de m'écouter depuis un long moment. « Tiens, un Mangui qui parle, voilà qui est original, même en Afrique, ironisai-je. Ne te moque pas. Que sais-tu du bonheur? En vertu de quelle prétention peux-tu juger du bonheur des autres, et de Mab en particulier? Si éloigné de toi, tellement différent de toi culturellement, émotionnellement. À la lecture des cahiers que j'ai pu retrouver, je nous trouve bien plus affins qu'on pourrait effectivement l'imaginer. Ces poésies nous rapprochent beaucoup. Eh, c'est exact, je ne peux faire que de vagues conjectures sur son idée du bonheur. Et toi qui l'as chéri comme un fils, tu peux m'en dire beaucoup, et mieux que quiconque. Mandjakou ne répondit pas tout de suite. Ses lèvres remuaient des paroles silencieuses. Sans doute mesurait-il l'intérêt de confier à un étranger le profond de son âme et de celle de Mab. Tu prononces le mot bonheur, mais de quoi me parles-tu? De l'idée que s'en firent les grands philosophes que tu as étudiés à l'école? Ne supposes-tu pas un peu rapidement que nos cultures africaines partagent ce concept dans les mêmes termes? En ont une acception identique? Alors ne me demande pas de répondre directement à ta question. Je peux seulement essayer de te décrire ce qui, pour moi, se rapproche le plus de cette notion. Étonnamment, je trouverai une résonance familière entre ma culture africaine et la traduction mot à mot de l'origine latine du mot bonheur. Bonum augurium, bon présage. Mais je veux bien utiliser ce mot pour désigner ce qui me paraît plus proche de ta pensée, cet état de l'âme qui s'habille de plénitude aux couleurs de l'accomplissement de l'être. À l'instar des sophistes, pour faire référence à ta propre culture, je pourrais dire que le bonheur tel que tu parais l'entendre est tributaire de ce que la nature a conféré à chaque homme, de l'équilibre entre ses désirs et ses facultés. Mais ma culture africaine me différencie de ces philosophes. Je ne peux m'empêcher de compléter sa définition parce qu'il me semble essentiel. L'impérieuse nécessité d'avoir trouvé, construit et préservé une harmonie, une symbiose entre sa nature humaine et la nature qui l'entoure. La théorie des sophistes est celle d'un homme qui se regarde. C'est très occidental, pardonne-moi, mais je le ressens ainsi. Ma propre idée est celle d'un homme qui regarde au-delà de lui-même, qui ne prétend pas dominer la nature, mais s'affirme comme un de ses éléments. Et si tu ne comprends pas cela, tu ne saisiras jamais l'âme africaine. Mandjakou se tut un instant. Mab avait certainement sa propre image du bonheur, bien différente de la tienne comme de la mienne. Il n'y a que lui qui aurait pu te dire s'il avait été heureux ou non. Alors ne te pose pas de vaines questions. Puis il pointe à son doigt vers les feuillages du manguier. Regarde au bout de la branche d'arbre qui effleure le toit de la remise. C'est un zostérops jaune. Il vient souvent vers cette heure-ci, toujours seul. Il ne chante pas aujourd'hui. C'est sa façon à lui de me reprocher d'être trop bavard. Mandjakou sourit, me jeta un coup d'œil amusé, et comme je me taisais, il reprit. Mon père s'est acharné toute son existence à scarifier un bout de champ de sa daba usée. Dos courbé, pendant de longues heures, il tentait d'arracher à cette terre ingrate un espoir de vie. Jour après jour, saison après saison, année après année, il s'est obstiné. La récolte était maigre, souvent insuffisante pour faire face aux besoins en nourriture de la famille. Il écoutait beaucoup les autres, essayait de nouvelles semences, adaptait ses techniques de culture en permanence. Comment enrichir ce sol peu fertile? Comment l'abreuver d'une eau parcimonieuse? Comment le dompter? Petit à petit, ce bout de champ est devenu sien, une part vivante de lui-même. Il me parle, me disait-il, il m'encourage. Il le respectait. Avant de le fouler et d'y travailler, il s'agenouillait, caressait de sa main la terre saupoudrée d'ocre et de blanc, la regardait, puis soufflait dans ses paumes. Un léger nuage de poussière troublait alors sa vision, emportant avec lui des mots que je le voyais prononcer, mais que je n'ai jamais entendus. Beaucoup lui ont conseillé de renoncer, de partir chercher du travail à la ville. Son frère en particulier, qui possédait un taxi à la capitale, se proposait de l'aider à obtenir le sien. Il souriait à ces paroles. « Ma terre m'attend, disait-il. Elle a besoin de moi comme moi d'elle.
Je ne l'abandonnerai jamais. Elle me récompensera, je le sais. Je me souviendrai toujours de ce matin, où j'ai entendu son cri briser le silence en mille tesselles de joie. Je me précipitai. Il était agenouillé au milieu du champ, qui dans la nuit s'était revêtu d'un habit de fête aux couleurs vertes et jaunes, qui affleurait comme une peau protectrice sur toute sa longueur, sur toute sa largeur. Il pleurait abondamment, mais ses yeux brillaient d'une lueur divine. Il chantait des paroles incompréhensibles que seule sa terre semblait déchiffrer. Ses mains frôlaient les jeunes et minuscules pousses si serrées, foisonnantes. Son corps penché dans le sens des caresses. Il avait trouvé sa place. Il était le chant, il était ailleurs. Je l'ai laissé. Sans bruit, je suis revenu sur mes pas. Ces moments lui appartenaient. Je ne l'ai revu que tard le soir. Mon père avait changé. Cette nouvelle lueur de vie ne quitterait plus ses yeux jusqu'à son dernier jour. Sa terre ne le trahirait pas. Elle continuerait à lui donner de belles récoltes, modestes bien sûr, mais suffisantes pour nourrir la famille. Il en était fier. Alors tu vois, j'ai envie de mettre ton mot « bonheur » en conclusion de cette petite histoire-là. Manjaku avait fermé ses paupières. Je le sentais très ému. Aussi je décidai de ne pas prolonger cette conversation, même si je n'avais pas la réponse à ma question. Ce serait pour une autre fois. Je me levai doucement, le saluai d'une pression de ma main sur son épaule et, malgré la forte chaleur encore présente, m'éloignai d'un pas tranquille vers le marché, au centre du village, où un ami m'hébergeait. Sur le chemin, je repensais aux paroles de Manjaku. Retrouver sa place irrémédiablement modeste au sein de la nature, abandonner ses instincts de domination et de prédation, cela pouvait paraître réducteur et peu valorisant. Mais découvrir parfaitement sa position dans l'ordre des choses, apporter tout ce que son être possède de capacité de création, sublimer ses propres qualités, son originalité et son imagination en œuvrant sans cesse, avec détermination, à la survie et à l'éclosion de cette humanité dont nous sommes, voilà qui devient enthousiasmant et combien gratifiant. Et si Manjaku avait raison. Si le bonheur était simplement le témoin du franchissement d'une marche de plus vers cet état de grâce finale espéré, ce nirvana en quelque sorte, rarement sinon jamais atteint, mais quelle importance. Ce n'est pas tant le but qui compte, c'est le chemin lui-même. Je me promis de revenir sur cet échange avec Manjaku plus tard. Assis sur un tronc d'arbre couché au bord de la place, j'écoutais les rires d'enfants poussant devant eux des voiturettes multicolores aux formes inattendues, fabriquées ingénieusement de boîtes de conserve et de lianes. Peu de choses, mais sous leurs doigts magiques de belles et simples créations issues de leur imagination espiègle. Pour ces enfants, voilà aussi des instants de petit bonheur, me surpris-je à prononcer à voix basse. Après tout, faut-il chercher une définition universelle du bonheur? Chacun n'invente-t-il pas sa propre vérité là aussi? Et n'est-ce pas mieux ainsi? Je crois aujourd'hui, en relisant mes notes, que les réponses de Manjaku n'avaient pas d'autre signification. Il arrivait souvent à Manjaku d'interrompre une de nos lectures, apparemment sans raison, au milieu d'un paragraphe, quand ce n'était pas au début d'une phrase. En vérité, son esprit s'arrêtait sur un mot entendu, et dès lors quittait l'écoute pour vagabonder et prendre un chemin de traverse. S'ensuivait parfois un long discours révélateur de sa pensée ou de ses obsessions. Ce jour-là fut néanmoins un peu différent des autres. Nous avions terminé la lecture d'une page du recueil éthiopique de Léopold Sédar Senghor. La relecture devrais-je corriger, car il m'a régulièrement demandé de revenir sur un texte ou simplement une ou deux lignes de cet ouvrage, qu'il aimait beaucoup. Manjaku s'était relevé de sa chaise. Il avait ajusté son panne sur l'épaule et m'avait invité à faire quelques pas en sa compagnie à travers les champs arides qui entouraient sa concession. Nous étions en fin d'après-midi. À cette heure, la nature assommée par les chaleurs diurnes semblait reprendre vie. Elle respirait à nouveau. De temps à autre, un souffle d'air léger offrait à nos oreilles le chant timide, encore hésitant, d'un oiseau, ou le froufroutement désordonné d'un couple de perdrix dérangés par notre approche, se faufilant parmi les herbes sèches à la recherche d'un nouvel abri. Ailleurs, c'était un lièvre galopant et sautillant de façon erratique, qui disparaissait dans sa tanière peu éloignée. À l'approche du marigot, une compagnie de pintades s'était enfuie de l'arbre qui lui avait servi de perchoir pour la sieste pendant les heures chaudes, dans un grand vacarme de battements d'ailes. À chaque bruit, Manjaku s'arrêtait de marcher. Il écoutait, très attentif, en pointant du doigt la direction d'où il venait. Je crus d'abord qu'il m'invitait par ce signe à entendre moi aussi.
En vérité, c'était un geste familier, une sorte de reconnaissance. Toi qui galopes si vite, je sais qui tu es. Toi qui voles là-bas, je te reconnais. Pourquoi ne pas continuer à marcher, lui demandai-je. Pour en profiter pleinement, me répondit-il. Pour n'en perdre aucune note. Tous ces sons que tu entends sont les mots de la terre. Tu les crois identiques chaque jour, mais ils ne le sont pas. Il faut une grande écoute, un long apprentissage pour en percevoir les nuances et saisir leur signification. Tu devras faire le vide dans ton esprit pour l'ouvrir à ce qui t'entoure. La nature nous parle en permanence. Vous avez oublié cela dans vos sociétés pour votre malheur, et sans doute aussi pour le nôtre. Je ne te sens pas très optimiste quant à l'avenir de l'humanité. Ah, l'humanité. Voilà un mot qui mérite qu'on s'y attarde, non? Quel sens tu donnes à ce mot? Oh, pour faire simple, l'ensemble des êtres humains. Tu me fais penser à un serpent qui se mord la queue. L'humanité serait l'ensemble des êtres humains, et qu'est-ce qu'un être humain? C'est un membre de l'humanité. Tu parles là de l'espèce humaine. Non, l'humanité, c'est bien autre chose. C'est-à-dire? Manjaku fit quelques pas, me regarda intensément et reprit sa lente avancée sur le sentier de poussière. Je le suivis. Je savais que la réponse à ma question viendrait le jour où il déciderait que le moment était propice. Il était inutile de la répéter. Le soleil déployait à présent ses longs pinceaux d'or et de vermeil, tissant une andrinople évaporée sur les blessures apaisées de ce bout d'Afrique. Manjaku appréciait particulièrement ce moment de la journée. Immobile, il observa l'horizon, puis il bloqua sa respiration, les poumons pleins. Les yeux mi-clos, la paix et la douceur dessinèrent alors sur son visage des arabesques d'ombres et de lumière jouant avec les fantaisies luisantes d'une goutte de sueur égarée. Puis calmement, il expira pour préparer une longue inspiration. Je m'éloignai de quelques pas, sentant confusément ma présence inopportune, tout en m'interrogeant sur ce rituel auquel Manjaku ne dérogeait que rarement. Tandis que, bien plus tard, nous avions repris notre déambulation silencieuse, ma curiosité eut pour unique réponse. Je bois le lait de la terre. Puis il partit d'un grand éclat de rire. Je n'ai pas sur le moment saisi le sens de ces mots. Il m'a fallu consciencieusement observer Manjaku, longtemps partager des pensées et des instants avec lui, pour doucement apprivoiser son âme et en comprendre la sensibilité. Mais il a été avec moi un compagnon patient, qui suggère le chemin plutôt que de l'imposer. Il a su attendre, surveiller, et me laisser emprunter des détours, m'égarer parfois. Prendre mon temps pour qu'enfin ces paroles passées au tamis de ma culture occidentale dévoilent leur signification au plus profond de mon âme. Mais aujourd'hui, quand au long de mes sentiers de solitude, l'effeuillement des heures aux couleurs des soleils d'or vibre au parfum de 1000 senteurs, embaume de flocons odoriférants les champs et les bosquets charmés, qu'en silence et frôlements complices fredonnent leur mélodie galante au sein des branches tutélaires, et que la nature s'endort apaisée, habillée du voile diaphane de lentes fumées égarées, quand la vie s'éparpille et chuchote au cœur tiède des fourrés et des tapis de feuilles bruissants de plaisir. Alors, mon âme émoustillée et frivole se glisse, sans retenue, entre les draps hospitaliers de ma maîtresse aux yeux de ténèbres. Mes pas se perdent facétieux, accompagnant mes lèvres avides aux sources humides de tous les désirs. Alors, moi aussi, je bois le lait de la terre. Quand la nuit retire son léger droit de soie sur les champs blonds encore endormis, et que leurs formes ondulent au vent coquin, promettant leur nudité au regard captivé. Quand les nuances d'or et les ocres de la terre baldent aux premières caresses feutrées des raisins discrets d'un soleil inquisiteur, et que tout semble nouveau. Quand au loin la montagne s'offre, dévêtue, couleur d'ambre et de safran, au pinceau gourmand du ciel bleuté, et qu'à son sommet d'épices les nuages mutins déploient leur longueur pour envoler le miel, et s'échapper entraînés de jeunes mariés, quand une chaleur enivrante remonte des sillons, embrassant joliment la bise prudente, et que les oiseaux troubadours accordent leur chant au murmure gracieux des friselies de branches pour un hymne enjoué à la beauté du jour. Alors, moi qui me croyais à jamais l'étranger, soudain assis à la table du fils prodigue de retour à la maison, je m'abreuve à satiété de cet élixir aux goûts oubliés qui m'est offert, et je me saoule à mon tour du lait de la terre. En ces instants, Manjaku est toujours présent, compagnon bienveillant de mon esprit vagabond. J'entends son rire moqueur et affectueux, qui fait vibrer l'air que je respire à plein poumon.
Fin du tome 2, chapitre 1.